Tonga, un archipel de 176 îles perdu au cœur du Pacifique Sud. C'est le plus vieux royaume de la Polynésie. Il est aujourd'hui confronté au défi de la mondialisation. Les 2/3 des habitants vivent sur la plus grande île du pays, Tongatapu. C'est le cœur politique et économique de l'archipel. Le berceau historique aussi de cette monarchie du bout du monde. À la tête du pays, Tupu VI. C'est le 82e monarque dans l'histoire de Tonga. Tous les rois sont issus d'une même lignée remontant à l'Antiquité. Le roi, figure tutélaire d'une société considérée comme la plus stratifiée de Polynésie, regroupant noblesse et gens du peuple autour de la famille royale. Nous appartenons tous à un système de parenté qui nous lie à la royauté. Ce système est représenté par ce que l'on appelle le cercle du Kava. Le roi de Tonga est au cœur de ce cercle cérémoniel. Assis autour de lui se trouvent les membres de la famille royale, les nobles et les aînés des familles issues du peuple. Ce cercle représente environ 300 personnes. Tous les Tongiens de la planète sont reliés depuis des siècles à ces personnes. Pour comprendre ce pays si singulier, il faut remonter l'histoire et se rendre à l'est de l'île, à Lapa, la nécropole des rois tongiens depuis le XIe siècle. Un site unique en Polynésie. Le lieu est hautement symbolique pour Lord Vaea, l'un des nobles les plus respectés du royaume. Ces lieux sont empreints de spiritualité. Ils nous parlent du passé, mais aussi de notre avenir. Nous, les Tongiens, nous croyons que nos ancêtres ont un pouvoir particulier, celui de veiller sur nous. Ils préparent notre route, ils font en sorte que nous restions unis. Lord Vaea connaît la grande histoire de ce peuple de marins bâtisseurs. Ces énormes pierres étaient coupées dans la roche d'un seul tenant. C'est du corail. Ensuite, nos ancêtres les mettaient sur des pirogues pour les amener ici. Il y avait un grand canal à l'époque. À marée haute, les bateaux pouvaient venir jusqu'ici. Ces pierres proviennent de tout le littoral de l'île. Cela montre combien nos anciens maîtrisaient les techniques de taille et de transport. Ces tombes imposantes voulaient refléter la puissance de l'Empire tongien. Au XIIIe siècle, le pouvoir royal s'étend à travers le Pacifique Sud. Et bientôt, Tonga domine une vaste région, allant d'Hawaï à l'île de Pâques, en passant par la Nouvelle-Zélande. Le triangle polynésien. Nos ancêtres ont construit leur empire en affrontant l'océan sur de très longues distances. Ils avaient en eux une capacité à survivre incroyable. Ils avaient foi en leur roi.
Il leur en a fallu du courage pour vivre dans un environnement aussi hostile. Imaginez les tempêtes, la fureur de l'océan. Leur force a été aussi de pouvoir bâtir une société solide sur ces petites îles. Nous en sommes les héritiers. Près des tombes, ils ont laissé aussi à la postérité ce monument, l'un des plus célèbres du Pacifique, le Aa-Mongaa. Bâti, selon la légende, par le demi-dieu Maui, les pierres étant trop lourdes pour être transportées par les mortels. La capitale de Tonga au XIIIe siècle était ici. Au fil du temps, les rois ont déplacé le centre de leur pouvoir. Et finalement, au XIXe siècle, ils choisissent comme capitale Nuku'alofa. Voici le palais royal. Il a été érigé par le monarque le plus important de l'histoire contemporaine tongienne, Tupu Ier. C'est lui qui unifia toutes les îles de l'archipel en un royaume, puis établit une monarchie constitutionnelle, à l'époque la 9e au monde à être rédigée. Mais surtout, Tupu Ier sut conserver l'indépendance de son pays. Au XIXe siècle, les Européens sont venus dans le Pacifique et ils ont essayé de tout annexer. Le roi de Tonga a su alors conduire une diplomatie habile. Il a signé des traités avec eux. Le premier a été avec la France. Pourquoi signer un traité d'amitié? Parce que cela veut dire que vous reconnaissez Tonga en tant que royaume indépendant et que vous me reconnaissez en tant que chef de l'État. En 1900, Tonga devient un protectorat britannique. Conforming with ancient custom, Her Majesty Queen Saloti formally receives Queen Elizabeth and the Duke of Edinburgh on the Malae. Et 70 ans plus tard, l'archipel acquiert son indépendance, devenant membre du Commonwealth. Ici, le passé s'entremêle sans cesse au présent. En plein centre de la capitale, les rois de la dynastie actuelle, les Tupu, ont érigé ce mausolée qui reprend l'architecture des tombes anciennes. Nous allons maintenant à l'ouest de l'île, d'où mon clan est originaire. Je suis le chef du village de Houma. Mon rôle est d'aider et d'assister à toutes les cérémonies comme les mariages ou les funérailles. Je veille aussi au bien-être des 6000 habitants de mon village. Je m'occupe des routes, de l'eau, de l'électricité et même des écoles publiques. J'ai un rôle très important dans ce village. Lord Vaea est aussi et surtout celui qui octroie les terrains. À Tonga, la terre appartient au roi qui la délègue aux nobles, à charge pour eux de la redistribuer aux aînés des familles de leur clan. Personne ne peut acheter ou vendre une propriété, la Constitution l'interdit.
Eh les gars, mettez la nourriture à l'intérieur de la salle, s'il vous plaît. Nos paroissiens ont cuisiné plein de choses. Chacun a apporté un ou plusieurs plats. Ce jour-là, à Houma, les fidèles de l'église protestante s'apprêtent à fêter le 50e anniversaire de leur paroisse. Le cochon est important pour notre culture et nos traditions. On le mange à l'occasion des grandes fêtes. Le petit cochon, c'est pour des banquets comme aujourd'hui. Le gros, lui, est offert en cadeau lors du couronnement du roi ou lors des mariages royaux. Vous voyez ce genre d'événement. Pour ce grand jour, le chef du village a revêtu l'un de ses plus beaux taovala. Le taovala, c'est cette natte retenue par une ceinture en fibre de coco. La cérémonie du kava ouvre cette journée. Autour de Lord Vaea, les responsables des familles du village. Vous devez comprendre que nous vivons sur une petite île. Nos traditions nous ont permis de garder notre unité et de ne pas disparaître. Ce jour-là, Lord Vaea préside à la collecte de fonds organisée par l'Église. La coutume veut que l'ensemble des paroissiens versent un don. Nous remercions Lord Vaea et sa famille qui nous ont offert 2000 paunga. Tout le monde respecte les nobles. Lord Vaea est un homme très important pour nous. Il est en quelque sorte le père de notre clan, de notre village. Il nous aide. Grâce à lui, les aînés des familles bénéficient d'une terre. Ils peuvent construire leur maison et avoir du terrain. Et c'est la même chose partout ailleurs à Tonga. La noblesse ici est complètement différente de celle qui existe en Europe. Nous sommes les garants de traditions qui remontent à plus de 2000 ans et qui ont façonné notre société, comme la pratique du kava ou notre système de parenté au sens large. C'est capital de maintenir cela sur notre petite île. « 33 nobles veillent sur les 100 000 habitants de l'archipel.
L'autre pilier de l'organisation sociale du pays, c'est la religion. C'est bien quand vous entendez cette note monter. Et non pas... Écoutez comment les instruments sonnent. La note doit progresser doucement, tout en montant. Écoutez le tempo du groupe. Maka est le chef de chœur de la chorale royale de Tonga. Demain est un jour important. Il doit animer la grand-messe de l'église protestante wesleyenne à laquelle appartient le monarque. Le dimanche est un jour très particulier ici. C'est le jour du Seigneur. Tout le monde attend ce moment avec beaucoup d'impatience. L'ensemble des habitants va à l'église. Pas seulement notre église, mais aussi les églises des autres religions. Les catholiques, les méthodistes et toutes les autres. Le dimanche, tout le monde va à la messe. Tonga est l'un des pays les plus religieux au monde. Dans la capitale, des dizaines d'églises ont été érigées pour accueillir les fidèles catholiques, orthodoxes, adventistes, méthodistes, mormons, wesleyens. Lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés sur l'île, au XIXe siècle, et ont converti le roi Tupu Ier, nous avons remplacé nos anciens dieux par le Dieu des chrétiens. Vous devez comprendre aussi que les Tongiens aiment vivre en groupe. Et le groupe le plus évident et le plus facile à intégrer, c'est l'Église. Le lendemain matin, à l'église wesleyenne, le courant protestant majoritaire à Tonga. Le roi et sa femme vont honorer de leur présence l'office.
Le dimanche, tout est fermé. Les restaurants, les fast-food, les bars. Personne n'a le droit de travailler, de faire du sport. Personne n'a le droit de se baigner non plus. C'est vraiment spécial. Les seuls services ouverts sont les hôpitaux pour les personnes malades et la police en cas d'actes criminels ou de problèmes. L'aéroport est aussi fermé. Seuls les avions sanitaires peuvent voler. Le dimanche, les gens vont à l'église et restent en famille. Ici, la plupart des établissements scolaires sont confessionnels. Chaque matin, c'est le même rituel. Dans l'assistance, voici Shalom, élève en terminale. Les familles dans lesquelles nous grandissons, les personnes qui nous entourent, l'environnement, la société, tout est basé sur la religion. C'est pour cela que tout le monde croit en Dieu à Tonga. C'est ce qui a permis aussi de maintenir une cohésion entre nous. Ici, la notion d'entraide est capitale. Je sais que dans d'autres pays, ce n'est pas comme cela. Les gens préfèrent s'occuper de leurs propres affaires. Mais à Tonga, en raison de notre système de parenté, les affaires des autres sont tes affaires. Quand quelque chose arrive à ton voisin, c'est comme si ça arrivait à ton frère ou à ta sœur. Tu voudras toujours l'aider, lui donner un coup de main. C'est comme cela que l'on vit ici. Bien sûr, Shalom et ses copines surfent sur Internet, utilisent les réseaux sociaux. Mais elles restent très attachées aux valeurs de la société tongienne. Le roi est comme un guide pour nous. Il nous enseigne le respect. Oui, le respect aux autres, le respect aux personnes qui sont d'un rang plus élevé ou plus âgé, mais aussi les pauvres. Le roi nous apprend aussi à respecter nos voisins et tous ceux que l'on aime. Aucun autre pays ne nous a colonisés. Si on n'avait pas eu de roi, on aurait été colonisé par l'Amérique ou l'Angleterre peut-être. En Australie, par exemple, regardez les aborigènes, c'étaient les premiers habitants. Mais finalement, ce sont les étrangers qui en ont pris le contrôle. On a de la chance d'avoir un roi parce qu'il nous permet de garder notre terre. Oui, c'est la même chose en Nouvelle-Zélande avec le peuple maori qui a été complètement dominé. Oui, c'est assez triste. Imaginez si on avait été colonisés. On serait peut-être devenus des esclaves, on travaillerait pour les autres. Moi, il y a autre chose que j'aime bien chez le roi. Il est grand. Et il est beau. Oui, pas comme ces rois si petits. Rien qu'en les voyant, on a du mal à croire qu'ils contrôlent un pays. On a eu la chance en 2015 de participer au couronnement du roi, l'événement le plus important du royaume. C'était la première fois que je dansais devant le roi. On a interprété le Maolo-olo, une danse traditionnelle parmi les plus célèbres de Tonga. J'ai grandi avec cette danse, le Maolo-olo.
Il faut faire comme cela, surtout ne pas bouger le bas du corps. La seule partie de ton corps qui va se mouvoir, c'est ta main. Parfois, les haka, les mouvements de danse peuvent être différents. Tu joins juste tes mains pour bouger ton corps. Parfois, tu peux faire ça et aller plus loin. Donc tu bouges ton corps mais sans bouger tes jambes, comme ça. Ouais, tu peux bouger un peu. On appelle ça un teki. Ce jour-là, j'étais fière, excitée et heureuse. Tellement de sentiments fous. Le fait d'être là, de danser face au roi, cela veut dire que tu l'honores. La jeunesse, c'est la grande richesse de Tonga. Le nombre de lycéens diplômés est l'un des plus élevés dans cette région du monde. Une jeunesse qui rêve de plus en plus d'ailleurs. Shalom aimerait étudier aux États-Unis. Mais seuls les plus méritants pourront décrocher une bourse, rejoindre la diaspora. Sans l'aide des 100 000 Tongiens émigrés, le royaume s'écroulerait économiquement. La part la plus importante de nos revenus provient de l'aide financière de la diaspora. Imaginez que vous travaillez en tant qu'agent d'entretien quelque part à Paris. Vous gagnez de l'argent, eh bien votre devoir est d'aider votre père et votre mère. Donc vous leur envoyez de l'argent, par exemple, pour qu'ils construisent une maison. Une grande partie des maisons ici à Tonga a été bâtie grâce à nos proches qui vivent à l'étranger. Partir devient alors une nécessité. Et pourquoi pas grâce au rugby. Le rugby est dans notre sang. Il est dans le cœur des Tongiens. Chacun grandit ici en sachant que le rugby est un sport qui peut mener loin. Beaucoup de Tongiens gagnent leur vie en jouant dans des clubs professionnels à l'étranger. Nous ici, nous ne sommes pas encore professionnels, nous sommes des amateurs. Le rêve des jeunes, c'est de jouer à l'étranger, en France, en Angleterre, au Pays de Galles. Son fils, Philo Kalafi, 16 ans, est l'un des grands espoirs du rugby tongien. Un club néo-zélandais vient de lui offrir une bourse d'études. Depuis que je suis tout petit, j'ai la passion du rugby. Mon père m'a bien aidé. Mon rêve, ça a toujours été de jouer à l'étranger. Je me suis battu pour faire partie des meilleurs. En cette fin d'année, c'est la remise des diplômes.
Le prochain prix est spécial. Il va être donné à un élève doué pour le rugby. Il joue dans les moins de 16 ans. Il a reçu une bourse pour étudier à l'université d'Auckland. Ce prix revient à Filo Kalafi Akolo. Cette année, seule une poignée de jeunes rugbymen a été sélectionnée dans tout l'archipel. Filo Kalafi partira à Auckland avec son frère Selwyn, qui lui aussi a obtenu une bourse, mais pour étudier la médecine. Je suis très émue car c'est la dernière fois que je les vois ici. Je ne les verrai plus avant un petit moment. Ils vont me manquer. Nous les envoyons étudier, parfaire leur éducation. Peut-être reviendront-ils. Mais vous savez, la vie continue. Il se peut qu'ils se marient là-bas, qu'ils restent, et ne retournent au pays que bien plus tard. Dans la majorité des cas, les Tongiens restent à l'étranger. Mais quand ils décident de revenir, c'est aussi une bonne chose pour nous. La plupart des personnes qui sont dans le gouvernement, les magistrats aussi, eh bien, ils ont été éduqués à l'étranger. Le départ des enfants est prévu dans quelques jours. Reviendront-ils vivre à Tonga? Nul ne le sait. Depuis des années, leur père voit partir l'élite de la jeunesse. C'est un observateur attentif de la société tongienne. Directeur de l'hebdomadaire Talaki, le plus lu dans l'archipel. Aujourd'hui, le journaliste peut exercer son métier sereinement. La presse a beaucoup plus de liberté depuis une dizaine d'années. Tu as vu le bateau qui a coulé en Nouvelle-Zélande? Oui, oui. Il y avait 4 Tongiens à bord. Ils sont morts. Auparavant, les journaux étaient aux ordres du pouvoir. Le roi et les nobles contrôlaient tout. Les partis d'opposition comme les syndicats étaient inexistants. Une situation que dénonçait le journaliste. En 1996, j'ai été envoyé en prison avec un de mes confrères, qui est aujourd'hui Premier ministre. Nous étions tellement furieux contre le gouvernement. Nous pensions que la politique suivie n'était pas la bonne. Nous voulions plus de liberté, plus de changements rapides. Le roi Tupu IV règne alors sans partage sur une population misérable, dont le produit annuel par habitant est l'un des plus bas au monde. Le pouvoir du monarque est quasi absolu. Il choisit les députés au Parlement. L'aristocratie occupe à cette époque plus des 2/3 des sièges. La famille royale, elle, fait main basse sur les principales richesses du pays. Dans la capitale, la révolte gronde. Le jeudi 16 novembre 2006, peu après la mort de Tupu IV, les partisans de la démocratie se réunissent sur cette artère, la plus grande de la capitale. Ils réclament des élections libres. Tu vois l'immeuble là-bas en construction? En 2006, c'est ici qu'a eu lieu le rassemblement des partisans de la démocratie. Ils étaient là dès le matin. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des milliers de personnes sont dans la rue. Ils ont commencé à mettre le feu ici. C'était un hôtel qui appartenait à des Indiens.
Ensuite, ils ont incendié toutes les maisons le long de l'avenue jusqu'à l'immeuble tout au fond. Tout est parti en fumée. C'était le chaos. Il y avait des cendres partout. Dans les décombres seront retrouvés 8 corps calcinés. Cette journée, les Tongiens l'appellent le Jeudi noir. Le nouveau roi, qui succède à Tupu IV, va entendre les aspirations démocratiques de son peuple. Le monarque organise en 2010 les premières élections libres du royaume. Sur les 33 sièges au Parlement, les nobles n'en ont plus que 9. La majorité des députés est issue du peuple. Le roi garde cependant un droit de veto sur les lois votées. Avant, nous ne vivions pas en démocratie. Maintenant, nous sommes libres. Mais en fait, rien n'a changé. On trouve toujours des personnes qui veulent s'élever au plus haut de la société en écrasant les autres. Et puis surtout, les riches sont devenus plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Les rares Tongiens qui arrivent à décrocher un visa de travail partent rejoindre la diaspora en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis. Le travail est rare sur l'archipel. On y vit du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Je vais là-bas vers cette petite île qui s'appelle Pangaimotu. C'est là où je vais ramasser mes coquillages. On trouve plein de fruits de mer dans ce coin. J'aime pêcher. C'est comme cela que je gagne ma vie. Je n'ai pas trop le temps de penser à autre chose parce que je dois avant tout faire vivre ma famille. Elle dépend de moi. Viliami a bientôt 18 ans et déjà de lourdes responsabilités. Son père, qui était lui-même pêcheur, est mort voilà 5 ans. Il lui a enseigné cette technique de pêche pour faire sortir les coquillages du sable. Il y en a quelques-uns par ici. Voilà le kalohaï. Ce fruit de mer sert à différentes choses. Tu peux le manger, bien sûr, mais tu peux utiliser la coquille aussi pour décorer les habits tongiens traditionnels. Tu le suspends jusqu'à ce que la coquille devienne toute blanche. Tu peux aussi utiliser ça dans le béton. Mais le mieux pour moi, c'est de le manger. A priori, on pense que ce n'est pas un travail difficile. Mais quand tu restes dans l'eau pendant des heures et des heures, tu peux vraiment avoir très froid. Ce matin, la récolte est moyenne. Viliami devra s'en satisfaire. Il est attendu au marché. La pêche à pied, c'est celle des plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ou de partager un bateau à moteur. Ah, j'ai oublié sac plastique. Quand tu viens au marché, tu apportes tes sacs. Tu viens pas les mains vides. Combien ça coûte? 10 paunga le sac.
Donne-moi un sac, s'il te plaît. Merci. Merci, au revoir. Par mois, je me fais environ 800 paonga. Ça nous suffit pour vivre. Mon rêve, c'est d'avoir un jour un bateau pour aller chercher du poisson. Viliami habite à 2 km du marché sur cette langue de terre. Une ancienne décharge squattée depuis une trentaine d'années par une centaine de familles, originaires des autres îles de l'archipel. Chassés par la misère, ses habitants se sont installés sur l'île principale de Tonga dans l'espoir d'une vie meilleure. Viliami vit dans cette maison avec sa mère et ses neveux. Ils n'ont pas de famille proche à l'étranger et ne peuvent donc compter que sur eux-mêmes. Comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est tout ce qui te reste? Oui, c'est tout. T'as pas tout vendu? Non, mais c'est pas grave, on va les manger. Est-ce que tu as ajouté la noix de coco? Oui, je l'ai fait. Voilà ma petite cuisine. Je mets mes marmites ici, la nourriture là. Il y a aussi mes tasses et mes assiettes. Notre souci, c'est que nous n'avons pas l'électricité. Et de ce fait, je n'ai pas de frigo. Comment faites-vous alors? Eh bien, notre frigo, il est à 5 km, dans la maison de ma fille. C'est là que nous laissons la nourriture. Chaque jour, nous allons chercher juste ce qu'il nous faut pour les repas. Pour s'éclairer, Naomi a fait installer un panneau solaire sur le toit de la maison. Je vous présente ma sœur jumelle. Elle est venue nous rendre une petite visite. Je vais vous montrer où je dors. C'est là, dans un coin du salon. Voilà mon petit lit avec une table et une chaise. Et là, c'est la chambre de Viliami. Nous sommes originaires de Vavao, au nord de Tonga. Mon père était le plus jeune de sa famille. Il n'avait donc aucun droit sur la terre. C'est pour cette raison qu'on est parti. Il fallait qu'on trouve un endroit pour vivre. C'était il y a 30 ans. Nous sommes arrivés à Tongatapu et nous avons vécu un peu partout chez des gens qu'on connaissait. Et puis on s'est installé ici sans demander l'autorisation. Le noble à qui appartiennent ces terres s'est révolté. Il a cherché à nous expulser, nous et tous les gens du quartier. On a tenu bon. On a appelé le roi à l'aide, mais finalement c'est le nouveau gouvernement qui nous a aidés. Il loue depuis 1 an cet espace pour nous. C'est la manière tongienne de manger, parce qu'ici, nous n'avons pas de table.
Naomi a invité à déjeuner sa fille et son gendre. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Leka, viens à table. Allez, mets-toi là. C'est délicieux, n'est-ce pas? Oui, mamie. C'est grâce à la pêche de Viliami qu'on peut se régaler. Quand je mourrai, Viliami pourra vivre sous ce toit. C'est mon fils aîné. Il recevra tous les biens que je possède. Oui, c'est la loi. Tout revient à l'aîné. C'est comme ça chez nous. Les filles n'ont rien dans ce pays. Les garçons ont tous les privilèges. Même si je suis plus âgée, je ne peux rien réclamer. Nous, les filles, on ne peut pas rester toute notre vie sous le même toit. On se marie et on part dans la maison de son époux, si c'est lui l'aîné. Sinon, si c'est un cadet, on vit ensemble dans la maison de la belle famille. On a une vie simple. Pour nous, peu importe ce que nous possédons, nous sommes heureux. Nous ne sommes pas envieux. Si, par exemple, notre voisin possède une télévision, eh bien, on est content pour lui. Ce que nous avons nous suffit pour vivre pleinement. Naomi et sa famille caressent bien sûr le rêve de partir de l'autre côté de l'océan Pacifique. Mais le rêve est inaccessible. Ils espèrent au moins que l'électricité arrivera vite dans le quartier. Pour les enfants de Philo, le journaliste rugbyman, le grand jour est arrivé. Le départ en Nouvelle-Zélande. On va faire ta valise. On va d'abord mettre les vêtements. Prends ton habit traditionnel. Ce sont bien tes vêtements? Oui, oui. Mets-les dedans. Et n'oublie pas tes chaussures. Oui, bien sûr. Tu as des chaussettes? Oui, oui. Et souviens-toi d'aller à l'église. Prends bien tes habits du dimanche. Oui. Voilà ton passeport, je vais le mettre dans la poche, ici. Je suis triste de partir, car je sais que je ne suis pas sûr de revenir à Tonga. Mon avenir est à l'étranger. Je vais tout faire pour réussir, pour ne surtout pas décevoir mes parents qui se sont sacrifiés pour moi. Je dois le laisser partir. Je serai toujours avec lui, quoi qu'il souhaite faire dans le futur. Mon cœur et ma force seront toujours avec lui. Ce sont les photos de ma famille quand j'étais petit. C'est ma mère et mon père. Ils vont beaucoup me manquer. Je suis très excité par ce départ. Ma vie va changer et je vais être plus libre. À Tonga, tu sais, tout le monde te connaît, tout le monde sait ce que tu fais. Tout le monde te regarde où que tu sois. En Nouvelle-Zélande, ce sera le contraire. Peu de gens me connaissent, je vais me sentir plus libre et j'aurai plus de vie privée. Philo Kalofi et Selwyn vont rejoindre les Tongiens de la diaspora. Ce soir, ils seront à Auckland. Le début d'une nouvelle vie.